Dans son extension du territoire, Ryomen Sukuna, le roi des fléaux, déploya son sort de feu. Des flammes d'une puissance colossale anéantissant toute forme de vie dans son territoire. Alors que Yuji Itadori était sur le point de perdre la vie, son grand frère s'élança vers lui. Chozo, qui désirait simplement protéger son petit frère, se sacrifia pour lui sauver la vie. Celui qu'il voulait tuer au début du manga est aujourd'hui celui pour lequel il abandonne sa vie. En ce jour, sur le champ de bataille de Shinjuku, un grand frère a sauvé son petit frère. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen. On va parler du chapitre 259 et quelle tristesse on a perdu Chozo les gars. On a perdu un frère pour en retrouver un autre car Aoi Todo fait son entrée sur le champ de bataille. Sukuna ne semble plus pouvoir utiliser aisément son sort et il fait face au duo de choc Yuji et Todo. Vraiment l'affrontement promet de fou et j'ai hâte de voir la suite. On va parler dans cette vidéo du sort de Sukuna qui nous est finalement révélé. On va aborder la mort de Chozo et la conclusion du personnage et enfin on verra ce qui pourra se passer dans la suite. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du très lourd arrive. Venez aussi sur Twitch, je me suis lancé le défi de passer ascendant sur Valorant en 6 mois. On se fait éteindre tous les soirs majoritairement mais venez voir quand même. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Le chapitre démarre avec un flashback de l'entraînement de Yuji Itadori. Chozo tente d'enseigner la contraction à Yuji, mais il rencontre pas mal de difficultés. Norito Shikamo prend le relais et semble être un meilleur pédagogue. Nous apprenons ensuite qui est la deuxième personne avec qui Yuji a changé de corps. Et cet individu n'est autre que Yuta Okotsu. Information très intéressante, me direz-vous. Pour quelle raison Yuji aurait échangé de corps avec Yuta? Si on sait que Yuji a échangé avec Kusakabe pour apprendre le territoire simple, qu'aurait-il pu apprendre avec Yuta? Eh bien, en toute logique, il semblerait qu'il a appris avec Yuta le sort d'inversion. En effet, Yuta est un maître dans ce domaine, donc logique que Yuji échange avec lui pour apprendre ce sort rapidement. Mais il y a aussi la possibilité que Yuji a également appris l'extension du territoire avec Yuta. En vrai, c'est bien audacieux comme supposition, mais c'est une possibilité. Si ce n'était que pour le sort d'inversion, pourquoi Yuji n'a pas échangé avec Shoko? C'est un élément à prendre en compte. Ensuite, nous avons des précisions sur le fameux sort de feu de Sukuna. L'hypothèse que j'avais émise la semaine dernière est finalement vérifié. Le sort de Sukuna a bien un lien avec la cuisine. La place de Sukuna, c'est la cuisine, je vous ai dit. Sukuna ne peut utiliser le fourneau, son sort de feu, qu'après avoir découpé ses ingrédients avec lacération et dissection. Malgré la très grande puissance de ses flammes, elle manque de vitesse et de portée. Sukuna remédie à cela avec un serment maudit. En dehors de son territoire, les flammes ne peuvent pas être envoyées sur plusieurs cibles. Ce serment permet à Sukuna de rendre son sort quasiment indodgeable dans son territoire. Lorsque Sukuna lance son sort de feu, absolument toutes les créatures vivantes dans son territoire sont anéanties. Toutes les particules présentes dans le territoire sont recouvertes d'une énergie occulte semblable aux flammes du fourneau, ne permettant aucun échappatoire. La puissance de cette attaque est absolue. Uraume va même jusqu'à annoncer à l'image d'un Nahadwin de Gojo que la victoire est désormais assurée. Les flammes envahissent le domaine de Sukuna, brûlant littéralement chaque centimètre carré du territoire. Cette technique est le coup ultime de Sukuna. Vous devez sans doute vous demander pourquoi Sukuna n'a pas utilisé cette attaque contre Gojo. Eh bien, le narrateur nous explique que face à Gojo, Sukuna a été contraint d'altérer constamment les conditions de sa barrière. Sukuna a également utilisé de nombreux serments pour modifier sa portée effective. Pour ces raisons, le fourneau est resté froid et Sukuna n'avait pas la possibilité de déployer ses flammes. C'est donc la fin pour tous les personnages présents dans le territoire de Sukuna, Yuji, Chozo, Ino, Maki et aussi Miwa. Mais juste avant que les flammes atteignent Itadori, Chozo s'élance vers lui. Yuji lui demande ce qu'il fait et ce dernier s'excuse de ne pas avoir été un bon professeur. Et c'est ainsi que Chozo s'est sacrifié pour protéger son petit frère Yuji Itadori. Il semblerait que Chozo a utilisé son corps pour le transformer en une barrière de sang qui a protégé Yuji du sort de feu de Sukuna à l'intérieur de son territoire. À cet instant, nous avons une conversation entre Yuji et Chozo dans cet endroit entre la vie et la mort,
très commun dans Jujutsu Kaisen. Chozo s'excuse de laisser Yuji seul, encore une fois. Mais Yuji remercie Chozo d'avoir été là pour lui lorsqu'il en avait le plus besoin. De retour à la réalité, Chozo remercie Yuji d'avoir été son petit frère et ce dernier lui répond « Merci, grand frère ». Vraiment les gars, j'ai adoré cette partie du chapitre et j'ai trouvé la scène très émouvante. Le personnage de Chozo a une magnifique conclusion pour moi. Nous avons rencontré Chozo lors de la saison 1 de Jujutsu Kaisen. Dès le début, le personnage a montré que le plus important pour lui, c'était ses petits frères. C'était d'emblée très intéressant car étant moitié humain, moitié fléau, sa volonté de protéger ses frères s'approche beaucoup plus de celle d'un humain plutôt que celle d'un fléau. Lorsque ses deux frères sont morts face à Nobara et Yuji, il s'est juré de les venger. Il n'était pas là pour sceller Gojo ou pour tuer les exorcistes, il voulait récupérer les 6 autres embryons maudits afin de vivre comme une famille. Yuji, celui qui avait assassiné ses deux frères, a directement été pour lui l'ennemi à abattre pour les venger. Mais à l'instant où il a compris que Yuji partageait le même sang que lui, sa haine s'est transformée en amour fraternel pour ce dernier. C'est intéressant parce qu'il aurait quand même pu décréter Yuji comme son ennemi étant donné qu'il avait tué ses frères. Mais pour Chozo, les liens du sang, c'est ce qu'il y a de plus important. Il a abandonné le clan des fléaux et a directement rejoint les exorcistes. Il voulait être du côté de son frère pour le protéger, être un bon grand frère. Lorsque Chozo a combattu Kenjaku, son regret devant la mort, c'était d'avoir été un mauvais grand frère. Toute la problématique du personnage reposait sur cela. Comme l'a dit le principal Yaga, un exorciste ne meurt pas sans regret. Et pour Chozo, la question a toujours été celle-ci. Est-ce que j'ai été un bon grand frère? Chozo regrettait d'avoir vécu comme un fléau. Il expliquait qu'il a l'impression d'avoir trahi ses frères, car les choix qu'il a faits ont mené à leur mort. Chozo avait peur que ses frères, à cause de leur apparence, soient rejetés par les humains. Et pour cette raison, il a choisi de vivre comme un fléau. Mais Chozo regrette ce choix et explique qu'il aurait dû croire en eux. C'est pour cela qu'avec Yuji, il ne voulait pas faire la même erreur. Il voulait vivre en tant qu'humain. À cet instant, lorsque Yuji explique à Chozo qu'il a été là pour lui lorsqu'il en avait le plus besoin, Chozo réalise qu'il a été un bon grand frère pour Yuji car il a réussi à le soutenir et le protéger. Chozo rejoint ses autres frères qui ont besoin de lui désormais et il s'en va soulagé car il a été un bon grand frère pour Yuji. Chozo a vécu en tant que fléau, mais lorsque Yuji l'appelle grand frère, il meurt en tant qu'humain. Cela fait écho à la phrase de Yuki qui lui disait de vivre désormais en tant qu'humain. Je trouve que la conclusion de Chozo est vraiment parfaite, elle est à ancrer avec celle de Gojo, ce sont des personnages parfaitement écrits par Akutami. Chozo incarne vraiment cette frontière très fine entre les fléaux et les exorcistes. De retour au combat, Yuji se demande si tout le monde a péri dans l'extension du territoire de Sukuna. Mais à ce moment précis, Aoi Todo fait son entrée sur le champ de bataille de Shinjuku. Et oui les gars, Todo le GOAT est de retour. Un flashback nous montre une conversation entre Todo et Mei Mei. Todo explique qu'il ressent toujours le boogie woogie battre en lui. D'après Mei Mei, ce sort pourrait permettre la survie des individus présent dans le territoire de Sukuna. Grâce au Boogie Woogie, Todo pourrait intervertir les corbeaux de Mei Mei et les différents exorcistes dans le territoire. Todo explique à Yuji qu'à cause de son lien avec Sukuna, il fallait garder ce plan secret le concernant. Bon, cette info reste assez bizarre parce que Yuji était quand même au courant de pas mal de parties du plan, dont l'extension d'Iguruma, le territoire de Yuta, l'arrivée surprise de Maki, et j'en passe. Todo annonce donc à Yuji que les autres vont probablement bien. Cette information suffit à Yuji, qui sait ce qui lui reste à faire. Le territoire de Sukuna vient de s'effondrer, par conséquent il est difficile pour lui d'utiliser son sort. Sukuna fait face à un Yuji extrêmement déterminé, et un Todo tout frais, qui semble avoir un nouveau bras assez curieux. Ah là là, mais quelle fin de chapitre de fou furieux. On va revivre le prime du duo Yuji-Todo, vraiment ça régale. À quoi peut-on s'attendre pour la suite? Déjà, bon, vu le visage de Sukuna, on dirait qu'il a encore bien confiance en lui pour gagner. Mais c'est vrai que désormais l'avantage semble être aux alliés. Personnellement, je pense et j'aimerais bien que Sukuna mange un exorciste dans les prochains chapitres. Nous savons que Sukuna a l'habitude concernant le cannibalisme. Il a mangé son frère pour ne pas mourir de faim. Il a même entre guillemets croqué l'ange. Sukuna en difficulté n'hésite pas à manger les individus pour rester en vie. Le sort de Sukuna ça a été confirmé et clairement lié à la cuisine. Il découpe ses ingrédients avec lacération et dissection, puis les cuit avec le fourneau. Et après avoir cuisiné un plat, que fait-on? Eh bien on le déguste. Pour cette raison, ça ne m'étonnerait pas que Sukuna mange quelqu'un dans les prochains chapitres. Peut-être même qu'en mangeant un individu, Sukuna pourrait récupérer son sort. Aussi, autre élément intriguant, comment Todo a récupéré son Boogie Woogie? Et qu'est-ce qu'il cache derrière ce bandage? Il est possible que la nouvelle main de Todo soit le Garuda de son sensei, Yuki Tsukumo. Je vous avoue que je regrette qu'on n'ait jamais vu d'interaction entre Yuki et Todo. Mais nous savons que c'est Yuki qui a entraîné Todo. Ce serait un bel hommage à Yuki que Todo ait récupéré
récupérer son Garuda, devenu désormais un objet maudit possédant son sort. On a vu Ino faire la même chose avec Nanami, donc c'est très possible que Todo ait fait la même chose. Ce qui est sûr, c'est que ça va péter dans le prochain chapitre et vraiment j'ai hâte de voir comment Sukuna va sortir de cette situation. Il y a autre chose que je voulais aborder avec vous. Au chapitre 257, nous apprenons quelque chose de terrible au sujet de Yuji Itadori qui a un peu passé inaperçu. Non seulement le père de Yuji est la réincarnation du frère jumeau de Sukuna, mais au-delà, Kenjaku a également scellé un doigt de Sukuna en Yuji au moment de sa naissance. Donc si on retrace la timeline, Yuji a en réalité mangé le second doigt de Sukuna. Gojo lui a donné le troisième, le fléau lors de la prison juvénile avait le quatrième, Sukuna a mangé le cinquième à la fin de la saison 1, Nanako et Mimiko ont forcé Yuji à manger le sixième, et avec les 10 doigts de Jogo, on arrive à un total de 16 doigts. Uraume a ensuite donné 3 doigts à Sukuna, faisant un total de 19 doigts. Mais malgré le fait qu'il y avait 16 doigts en Yuji durant l'arc Shibuya, Sukuna n'avait accès qu'à la puissance de 15 doigts. Et je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, un doigt était scellé à l'intérieur de Yuji, à l'image des reliques maudites scellées dans les réceptacles. Lorsque Kenjaku a libéré les reliques à la fin de l'arc Shibuya, c'est à ce moment-là que ce doigt a été libéré et n'était plus scellé. Kenjaku avait d'ailleurs comparé à l'époque les réceptacles à des Yuji Itadori, ce qui fait d'autant plus sens dorénavant. C'est pour cette raison que Yuji était déjà un participant de la traque mortelle avant même d'avoir intégré une colonie. Le corps de Yuji avait été désigné comme le réceptacle de Sukuna avant même qu'il ne mange le deuxième doigt dans son école. Cela explique pourquoi Megumi a ressenti une puissance occulte malveillante lorsque Yuji est passé à côté de lui durant le premier épisode. C'est fou quand même, Akutami avait déjà tout prévu. C'était les traces de ce doigt de Sukuna qui était scellé en Yuji. Vous devez sans doute vous demander pourquoi Kenjaku a scellé un doigt en Yuji dès sa naissance. Eh bien ce doigt scellé était un gage de sûreté. Sukuna aurait été réincarné durant l'arc Shibuya, même si Yuji n'avait pas mangé ce doigt lors de l'épisode 1. Kenjaku avait préparé ce plan pour répondre à toute éventualité. Son plan était finalement parfaitement ficelé. En tout cas, le prochain chapitre promet de fou. Merci la team, c'était tout pour cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du chapitre et dites-moi vos théories pour la suite. On se retrouve lundi prochain pour la review du 260. D'ici là, merci à vous, restez sur vos gardes et à très vite.